Rebonjour, nous voici dans le tableau fil rouge consacré à la formation. La formation, c'est un sujet fondamental. On l'a vu à plusieurs titres. On a passé la journée à comprendre les bouleversements qui allaient avoir lieu avec l'IA. Et on comprend que, et c'est ce que nous a dit Arthur Mensch, ce qui est important, c'est d'apprendre à penser et de réactualiser en permanence ses connaissances. C'est un enjeu fondamental avec la révolution de l'IA qui arrive. Et c'est quelque chose où on peut avoir une idée de ce qui va advenir avec l'IA. Mais dans 10 ans, ce qu'on pourra dire de l'IA sera substantiellement différent de ce qu'on peut en dire aujourd'hui, et ainsi de suite. Donc la mise à niveau permanente va devenir un enjeu absolument crucial. Donc, c'est un enjeu, on l'a vu, de souveraineté, très important. C'est un enjeu de souveraineté européenne, c'est-à-dire que le bassin de personnes qui peuvent intervenir sont sur l'Europe. Et pour échanger et mieux comprendre ces enjeux-là, j'ai réuni Yannick Assouad, que vous avez déjà vu aujourd'hui, qui est l'exécutif vice-président de Thales Avionics, Nicolas Ravaille, qui est avocat et spécialiste dans les stratégies européennes, Francis Massé, qui est l'ancien secrétaire général de la DGAC et directeur pédagogique de l'Université du transport aérien à l'ENAC. Voilà. Et à l'heure où les problèmes d'attractivité du secteur se posent, on sait qu'on est en tension dans le recrutement, dans le management des ressources humaines et des connaissances. Tout de suite, je voulais me tourner vers Yannick Assouad et pour qu'elle nous dise quels sont les grands enjeux à venir de la filière européenne dès aujourd'hui et demain. Comment ça va s'accélérer, Yannick? Alors, oui, vous m'entendez. Alors, on a de multiples enjeux, que ce soit sur l'aéronautique civile ou l'aéronautique militaire. Je vais les énumérer. La décarbonation, l'explosion des usages numériques, tu l'as dit, l'intelligence artificielle, l'automatisation, la cybersécurité, la dualité qu'on doit effectivement construire si on veut pouvoir être souverain entre le civil et le militaire, et globalement un environnement autour de nous qui devient très complexe à cause de la géopolitique, avec des choses sur lesquelles on s'appuyait qui sont plus valables. Par exemple, comment on source un certain nombre de matières, qui sont des problématiques qu'on n'avait pas il y a 10 ans, clairement. Donc, on a tous ces challenges-là à adresser dans un environnement où, en tout cas dans l'aéronautique civile, la certification devient de plus en plus complexe du fait d'accidents, etc. Donc, clairement, pour un ingénieur aujourd'hui, un jeune ingénieur qui intègre une société d'aéronautique civile, il a deux challenges: construire sa compétence sur des technologies qui vont évoluer extrêmement rapidement. Donc clairement, il va devoir remettre à hauteur ses compétences plusieurs fois dans sa vie. Et il doit faire ça dans un environnement aéronautique civil qui est complexe et où il n'arrivera pas seul, sans interaction avec cet environnement, à gérer ce qu'il a à gérer. Clairement, aboutir à une certification d'un système aéronautique, ça demande une coordination, ça demande de connaître les différents acteurs. D'abord, connaître ce dont les compagnies aériennes ont besoin, connaître ce que le certificateur peut certifier, parce qu'effectivement, ça évolue, je l'ai dit, sous l'évolution des standards qui sont essentiellement liés aux problèmes qu'on a sur l'aéronautique
actuelle. Donc cette coopération et cette connaissance de notre écosystème est clé et est de plus en plus complexe de fait. Je l'ai dit, de plus, je pense vraiment que l'Europe doit repenser son système industriel. Ça a été dit dans plein de nos sessions aujourd'hui. On ne peut plus compter sur un certain nombre de nos sources qu'on pensait être des amis, dont on s'aperçoit qu'elles sont de moins en moins des amis. Et on a abandonné en Europe l'industrie primaire et secondaire. Il faut qu'on repense absolument ce modèle. On est devenu des industries d'assemblage, mais certainement pas. On a de moins en moins d'industrie primaire. Et pourquoi on a de moins en moins d'industrie primaire et de secondaire? Parce qu'on a énormément de normes. Donc tout ça, on doit le repenser. C'est de nouvelles compétences. Donc clairement, c'est effectivement des nouveaux challenges quand on conçoit un système. Il faut que nos ingénieurs non seulement le conçoivent, mais pensent comment ils vont le fabriquer. Et donc c'est une dimension supplémentaire qui existait moins il y a 10 ans, certainement qui n'existait pas il y a 25 ans, quand moi j'étais jeune ingénieur et que effectivement je concevais des systèmes. Donc la formation est absolument clé. C'est pour ça que chez Thales, on a notre propre formation, mais on a besoin de tout l'écosystème. On a la chance en Europe d'avoir quand même des écoles, et Patrice l'a dit, de qualité, pas assez en quantité, puisqu'on s'appuyait sur un réseau mondial. Est-ce que c'est toujours ce qu'on doit faire? Donc moi, je suis parmi ceux qui pensent que on doit plus se fonder sur ce qui existe en Europe, le consolider et le faire croître. Très bien, merci. Je vais me tourner vers Nicolas Ravaille. Cette perception de la formation en Europe par rapport à ce que vient de dire Yannick, comment vous pouvez rebondir, comment vous pouvez nous expliquer ces besoins, ces nécessités et les réponses qui sont en train d'être mises en œuvre? Oui, bonjour, je vous prie d'excuser ma voix. C'est parce que j'arrive de Bruxelles et là c'est la fin de l'été, hein, donc j'ai forcément dû m'adapter aux réalités climatiques. Souvent en France, on voit l'Europe comme une réalité fantasmée, en bien ou en mal. Mais pour un opérateur économique, la question ne se pose pas. On est dans cet espace et je pourrais vous faire une réponse d'avocat, l'avocat que je suis, en vous disant de toute façon, c'est là que se crée la législation et la norme. Donc on ne peut pas ne pas y être. Mais c'est en réalité beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est la définition de modèles économiques, c'est l'appréhension d'enjeux qui sont totalement pluridisciplinaires, comme le disait Yannick. Nous, qui travaillons sur le financement européen ou sur la loi, si en amont, il n'y a pas d'innovation technologique à sécuriser, moi, je ne vaux rien. Et à l'inverse, si des ingénieurs développent des initiatives ou des technologies qui sont intéressantes, si elles ne sont pas sécurisées au niveau de l'Union européenne, ça ne porte pas. Donc la question ne se pose pas vraiment dans l'utilité d'y être. La question, c'est comment. Et c'est comment on y est, comment on se défend. Et c'est là que l'initiative du TA, l'Université interentreprise du transport aérien, mais portée à l'échelle européenne, a apporté une valeur ajoutée en faisant travailler des écosystèmes publics. Chapeau à la DGAC, à l'ENAC, d'avoir été en anticipation. C'est suffisamment important pour le souligner, et aux entreprises aussi qui travaillent dans cet écosystème, parce que si je vous projette dans les enjeux, actuellement on discute des futures perspectives financières, donc du budget pluriannuel de l'Europe après 2028, c'est l'argent qu'on va donner à l'innovation et aux politiques de recherche. Et pour pouvoir comprendre ça, pour pouvoir s'en saisir, il faut se former. Il faut se former avec à la fois une capacité à penser, à réfléchir sur ces systèmes-là, mais aussi à savoir les employer. Vous êtes dans un secteur qui est un des secteurs les plus importants pour l'Union européenne. C'est un des secteurs où, aujourd'hui, dans le monde, on a un avantage et technologique, mais aussi économique, compétitif. L'Europe, ça n'existe pas en tant que tel. Alors, les juristes, c'est enseigné que dans les juristes, et souvent par les juristes de droit public, sur le prisme des institutions. La bonne définition de l'Europe, c'est le vecteur de la puissance de ses membres. Par membre, il faut entendre État, il
faut entendre territoire, filière, entreprise, au service des flux économiques. Et quand vous voyez ce qui s'est passé récemment, la semaine dernière au Parlement européen, quand ils ont ratifié l'accord qui était signé en Écosse par M. Trump et Mme von der Leyen, M. Trump, Donald Trump, il ne taxe pas les équipements aéronautiques. C'est quasiment le seul secteur qui n'a pas fait l'objet de cette surtaxation américaine sur les Européens. Il y a les médicaments, où là il y a des hésitations, et il y a l'aéronautique, où il n'y a pas des biens d'équipement aéronautique, où il n'y a pas d'hésitation. Parce que sinon, ils plomberaient complètement la compétitivité de leur industriel national. Et ça prouve bien la puissance des Européens. Et ça, on ne peut pas le garder si on n'entre pas très en amont dans un dispositif de formation innovant comme l'a fait UTA. Comme le fait. Alors, je me tourne vers Francis Masset. Francis Masset, donc, cette expertise de la DGAC. Et il y a un peu plus de 10 ans, si je me souviens bien, Francis a imaginé un système justement de formation dans le temps à la dimension européenne et qui permettent toute sa vie de pouvoir faire une remise à niveau. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors avant de décrire UTA, Université du transport aérien. L'Université du transport aérien, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un consortium d'écoles européennes avec l'ENAC, mais je le développerai tout à l'heure. Je voudrais vous parler des 5 préalables pour que la formation vraiment fonctionne. Parce qu'on parle beaucoup de formation, mais il y a, à mon avis, 5 préalables à traiter. Le premier étant la capacité que nous avons à penser la formation comme un investissement et pas comme un simple coût de fonctionnement. Alors tout le monde est d'accord avec ça, le problème c'est la mise en pratique. Le deuxième préalable, me semble-t-il, c'est que, et par rapport à la question sur UTA, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là d'une formation au niveau de la branche professionnelle, ce qui reste absolument nécessaire pour les savoirs techniques, pour les savoir-faire spécialisés, mais au niveau de la filière professionnelle. C'est-à-dire que tous les partenaires d'une même filière, on connaît tous ici ce qu'il en est de la filière aéronautique et du transport aérien, les avionneurs, les motoristes, etc., c'est d'agir sur la filière parce que c'est là, à mon avis, qu'il faut rediriger le maximum de dépenses de formation, sans oublier encore une fois les premières, parce que c'est au niveau de la filière que se font les interfaces et notamment que ça sert les nouveaux processus complexes au niveau de l'industrie et de ce que j'entends depuis ce matin de la réindustrialisation et notamment l'intelligence artificielle va, à mon avis, amplifier ce besoin de nécessité de dialogue, de coopération entre les différents partenaires. Et puis, troisième point, il y a quand même un sujet qu'il ne faut pas oublier, c'est le management des connaissances à l'intérieur des organisations, la notion d'organisation apprenante. Donc c'est important aussi qu'il y ait ce relais entre la formation professionnelle et la formation sur le tas, je dirais, dans la vie réelle professionnelle. Mon quatrième préalable, c'est la question du management des ressources humaines, au sens qu'aujourd'hui, on est obligé de constater d'une manière générale dans toute l'industrie, dans tous les services, dans toutes les administrations, on peut le regretter, mais c'est ainsi, un taux d'absentéisme et une perte d'engagement qui est relativement notable. Je ne dis pas que c'est lié uniquement à notre secteur, ça c'est un facteur général, mais qu'il faut traiter, il faut relier la formation et le management des hommes et des femmes qui travaillent dans les organisations. Et puis, enfin, il ne faut pas, je le disais, mais je le confirme, il ne faut pas s'en arrêter au savoir technique. Il faut aussi aller au-delà. La culture générale scientifique et technique, la culture générale, les aptitudes, les capacités cognitives, les capacités et les aptitudes comportementales et les qualités relationnelles sont tout aussi importantes aujourd'hui, d'autant qu'on travaille dans la filière et qu'il faut écouter les autres cultures professionnelles de façon à comprendre l'ensemble de l'écosystème pour agir dedans. Alors, je vais me retourner vers Yannick. Yannick, tu es une grande professionnelle reconnue. Cette dynamique d'UTA, toi, comment tu l'as vu arriver et qu'est-ce qu'elle apporte
par exemple, toi, à tes équipes, quel est ton regard par rapport à ça? Comme je le disais, alors d'abord, je l'ai vu arriver puisque j'y ai un tout petit peu contribué, puisque je fais partie du conseil stratégique de la formation. Ça m'a tout de suite semblé une bonne idée pour justement cette mise en réseau qu'elle permet à nos cadres. On a des cadres exceptionnels dans l'aéronautique parce qu'on a des écoles exceptionnelles. Alors, en particulier en France, mais pas que en France, en Europe. Et un ingénieur sait très bien designer un système dans un avion ou un avion parce qu'il a ses collègues autour de lui dans son entreprise et parce qu'il a appris des fondamentaux à l'école. Ce qu'il ne sait pas faire, c'est comment, effectivement, juger comment ce qu'il conçoit va être reçu par l'environnement. Et c'est ce que permet UTA, c'est de montrer à cet ingénieur quels sont les objectifs des différents stakeholders, parties prenantes, à la construction d'un avion. Et là, je parle d'industrie aéronautique, mais je pense que si je me plaçais dans une compagnie aérienne, il y aurait exactement le même apport vu de l'autre côté. Et c'est ce que ça permet, et je crois vraiment, tous les ingénieurs qui ont participé à cette formation chez Thales et dans les autres entreprises pour lesquelles j'ai travaillé avant chez Thales ont eu cet apport de mise en réseau et donc de facilité de comprendre ce que l'autre attend et donc de l'adaptation de ce qu'il fait par rapport à cet environnement-là. Et c'est extrêmement utile et ça fait gagner énormément de temps plutôt que de faire par essai et une erreur, parce que c'est exactement comme ça que quand on travaille en isolement, finalement on agit. Et je crois que en France, on a assez bien compris ça. Clairement, l'aéronautique civile, c'est pas que la France, c'est l'Europe. Notre agence, le HASA, est européenne. Et clairement, on a des gens maintenant dans des entreprises qui viennent de bien d'autres écosystèmes européens. On a besoin de cette mise en relation beaucoup plus large. Et c'est vraiment ce que UTA apporte. Bien, merci. Écoutez, la formation, c'est un sujet sur lequel on reviendra parce qu'il est fondamental. Comment attirer les nouvelles générations et comment continuer à les mettre à niveau en permanence dans un monde qui est en train de changer à une vitesse vertigineuse. Merci et à la prochaine session. Je vois les camarades Michel Camarol. On n'arrête pas de se relayer toute la journée, Michel et moi. C'est un grand honneur.